questions, non pas dans le chat de conversation, mais dans la foire aux questions, qui se situe en haut et à droite de votre page Teams sous la rubrique QR. Le chat étant laissé disponible pour les questions techniques, remarques ou réactions tout le long de la présentation. Le support qui vous sera présenté aujourd'hui sera transmis à l'ensemble des inscrits à l'issue de la présentation avec le lien d'accès à la vidéo sur YouTube. Ce lien vous permettra également d'accéder à toutes les vidéos de 1 heure pour l'autonomie depuis sa mise en place. Les réponses à la foire aux questions seront aussi transmises quant à elles dans un second temps via un document à l'ensemble des inscrits comme le support de présentation d'ici mi-janvier avec l'invitation pour le prochain webinaire. Donc, que vous ayez assisté ou non finalement à cette présentation, un document à l'ensemble des inscrits comme le support vous sera envoyé prochainement. Ceci étant dit, ce matin, je vous propose que l'on revienne sur le sujet du jour, sur le dossier MDPH. De sa complétude à son instruction, on vous explique tout. Voilà, pourquoi et comment accompagner le dépôt d'une demande MDPH, le circuit de la demande et les recours possibles, les points de vigilance pour le remplissage du formulaire de la demande, les différents liens utiles. Pour cela, je suis accompagné ce matin pour cette heure de l'autonomie par Monsieur Frédéric Duménil, responsable du pôle territorial Valenciennes-Allen, et de son adjoint Monsieur Quentin Vasseur du même pôle qui vont venir en long et en large sur le dossier MDPH. Messieurs, bonjour. Je peux vous laisser la parole si vous êtes prêts. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes prêts, donc nous allons pouvoir débuter donc, cette heure pour l'autonomie consacrée au dossier MDPH. Alors, en introduction, il sera évoqué un petit rappel par rapport au texte de loi. Nous aborderons ensuite le dossier MDPH, le circuit de la demande, les recours possibles, quelques points de vigilance à avoir pour aider à la complétude du dossier et des liens utiles qui pourront vous servir et vous accompagner dans l'accompagnement des personnes que vous allez pouvoir recevoir. Pour l'introduction, donc, comprend la situation de handicap du côté de la loi. Donc, l'handicap est régi par deux lois. En fait, la loi de 2002 qui rappelle les droits, les droits premiers de la personne et oblige au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité. Et enfin, pour nous, MDPH, la loi primordiale qui a permis la création de la MDPH, c'est la loi du 11 février 2005 qui souligne donc la participation à la vie réelle en société, qui est la condition permettant de limiter la déficience, le handicap étant principalement une restriction de participation à la vie en société. La mise à l'écart de la société ordinaire, combinée au regroupement des personnes, amplifie les difficultés et renforce une déficience, tandis que le milieu ordinaire inscrit les limites dans une dynamique de dépassement. Alors, comprendre la situation de handicap dans son environnement. Donc, une petite définition, constitue un handicap toute limitation d'activité ou de restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne, soit en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. C'est ce que rappelle la loi du 11 février 2005. Le handicap n'est pas déterminé uniquement par le diagnostic et les informations sur l'environnement et les retentissements sur la vie quotidienne sont essentielles à transmettre dans un dossier auprès de la MDPH. Pour se procurer le formulaire de la MDPH, on peut se rapprocher de la MDPH via les 3 sites d'accueil, les clics relais autonomie et enfin tout type de relais autonomie. Donc on a les clics, les MNS, les CCS, certains sont homologués, habilités, relais autonomie. Mais aussi on peut faire les démarches par des formulaires CERFA qui sont téléchargeables sur le site mdph.lenord.fr avec le lien qui présente au formulaire. Donc l'idée c'est que ces structures sont également disponibles pour guider l'usager pour la complétude du dossier. Alors ici, vous avez une petite représentation de la MDPH. Donc l'ensemble de la population peut se rapprocher des MDPH afin d'obtenir une information, un accueil et une écoute, et une aide aussi à la formulation du projet de vie. Une fois le dossier déposé à la MDPH, une équipe pluridisciplinaire va pouvoir évaluer la demande
et proposer un plan de compensation. Ce plan de compensation sera validé ensuite par la CDAPH en rendant donc une décision sur les prestations et les orientations décidées. Vient ensuite un rôle un peu moins connu de la MDPH, c'est le suivi de la compensation et l'accompagnement et éventuellement la médiation de l'usager dans son parcours. Dans le cas d'une demande à la MDPH, vous pouvez accompagner la personne pour, d'une part, remplir le dossier de demande, pour demander à son médecin de remplir un certificat médical, et enfin donner des documents complémentaires en fonction de sa situation. Tous ces documents font partie intégrante de son dossier. À noter qu'il y a plusieurs parties dans le dossier de demande matérialisé qui sont de couleurs différentes. En fonction de la situation de la personne, on doit remplir certaines parties et ajouter au besoin d'autres formulaires selon la situation. Donc la personne peut être dans différentes situations. La première, c'est pour elle une première demande qu'elle formulera auprès de la MDPH. La deuxième situation, elle a déjà une aide de la MDPH, mais celle-ci va s'arrêter, donc elle souhaite son renouvellement pour pouvoir continuer à en bénéficier. Et la troisième situation, elle a déjà une aide de la MDPH, mais sa situation a changé, elle a évolué, donc elle souhaite une réévaluation de cette situation. En cas de première demande d'aide à la NDPH, le volet primordial à remplir forcément concerne l'identité de la personne, de l'enfant ou de l'adulte concerné par la demande. Donc c'est la partie catégorie A. Deuxième partie qu'elle va aussi remplir de manière qui va être important pour nous dans l'évaluation prochainement, ce sera la partie B, la vie quotidienne de l'usager, avec notamment la partie projet de vie, qui permet de mettre en avant clairement le quotidien de la personne dans son environnement quotidien. Si elle a besoin d'aide ou si son enfant a besoin d'aide à l'école, elle doit aussi remplir la partie violette, qui correspond à la partie scolaire, en lettre C. Et enfin, niveau D, ça correspond à tout ce qui est en situation professionnelle. Bon, si elle a besoin d'aide, pareil, pour garder ou maintenir son travail, elle doit remplir cette partie bleue. Alors, petit focus sur la partie B concernant la vie quotidienne. Donc, c'est ici où il va falloir formuler le projet de vie de la personne. Donc, c'est une zone dans le dossier, il y a des parties en pointillés. Donc, cette zone permet d'écrire librement les propos et les besoins et les demandes de la personne concernant son projet de vie. Il ne faut pas hésiter à inviter la personne à le compléter parce que c'est vraiment là-dessus que les professionnels de la MDPH vont mener l'évaluation en tenant compte de ce qui est noté dans ce Les bleus. Mais elle doit aussi remplir la partie verte, la E, qui permet de mettre en avant les différentes prestations qu'elle souhaite renouveler précisément. Et enfin, la personne a déjà une aide, mais sa situation a changé. Elle sollicite donc une nouvelle évaluation de sa situation. Donc, on va retrouver les mêmes volets que dans la première situation. Donc, le volet A concernant son identité. Le volet B pour la vie quotidienne et l'expression de ses besoins et attentes et donc de son projet de vie. Si la situation concerne son enfant et qui aurait un impact sur la vie scolaire ou étudiante, c'est la partie C à compléter en violet. Et enfin, le volet professionnel, la partie bleue du dossier. Une personne de sa famille l'aide au quotidien, donc ce qu'on appelle communément un aidant familial. Donc dans le formulaire CERFOD de la NDPH, il y a un volet qui correspond à cet item, qui est le volet rose, violet, lettre F. Donc là, en fait, clairement, si une personne de sa famille l'aide au quotidien, peu importe ses soins, ses actes à faire, qu'elle apporte auprès de la personne qui souhaite être reconnue handicapée, il faut clairement que la personne, l'aidant familial, précise les soins et les gestes qu'elle effectue auprès de son proche. De manière à ce que, bah, pareil, on puisse déclencher les prestations qui correspondent à cet item. Alors, on va voir maintenant donc le circuit du traitement d'une demande auprès de la MDPH.
Donc, tout d'abord, le dossier est déposé ou envoyé. Une fois le dossier envoyé, il est réceptionné par le central avec l'ensemble donc du formulaire et des pièces qui sont obligatoires. Ensuite intervient le process de numérisation, donc tout le dossier papier reçu est numérisé, ce qui permet donc ensuite d'enregistrer la demande auprès de la MDPH. Une fois la demande enregistrée, elle est rapatriée sur l'ensemble des pôles et on va procéder donc à l'évaluation de la demande dans son intégralité avec toutes les pièces qui ont été fournies au dossier. Cette évaluation va déboucher sur des propositions que l'on fera auprès de l'usager et s'il en est d'accord, on inscrira donc ces propositions pour un passage devant la CDAPH pour que cette instance puisse prendre des décisions et ces décisions seront transformées donc en notifications et transmises à l'usager. Alors, pour toute demande relative à une situation de handicap, il y a différentes portes d'entrée pour contacter le département et la MDPH. Donc, la première porte d'entrée, c'est la ligne téléphonique Nord Autonomie. Donc, il y a une plateforme téléphonique commune au PAPH qui est le 03 59 73 3 fois, donc ouverte du lundi au vendredi de 8h à 17h, et sauf le jeudi, fermée de 13h30 à 15h. Il y a également une ligne spécifique aux partenaires, la ligne téléphonique partenaire, qui a un numéro unique pour l'accueil téléphonique des partenaires. Donc, qui est le 03 59 73 58 48. Qui est ouvert donc le matin, du lundi au vendredi, et les après-midi du mardi au jeudi. Et ça concerne ça concerne uniquement les demandes relatives à la PCH. Concernant les relais autonomie qui ont un accueil de proximité en territoire pour informer et orienter les personnes âgées ou en situation de handicap, vous avez la liste qui est mise en lien selon le territoire. Chaque pôle territorial a ses relais autonomie qui sont à proximité. Et enfin, nous avons les boîtes mail génériques. Bon, chaque territoire doit avoir des boîtes mail génériques. Il y a également la boîte mail de la MDPH, mdph@nord.fr. Le dépôt et l'envoi du dossier, donc il peut se faire par un envoi postal, donc actuellement rue de la Toison d'Or à Villeneuve-d'Ascq, et d'ici le deuxième trimestre 2025, et vous en serez informé, au niveau du central, rue Gustave Delory à Lille, ou par courriel sur l'adresse générique. Donc là, les documents doivent être numérisés au format PDF et adressés donc à mdph@lenord.fr. Concernant l'enregistrement de la demande, à la MDPH, nous avons un service qui vérifie que toutes les pièces obligatoires sont présentes. Donc, quand on parle de pièces obligatoires, on parle du CERFA qui date et signé avec l'identité de l'usager, les justificatifs de domicile, justificatif d'identité, le certificat médical. Donc, une fois que nous avons ces éléments-là, le dossier est classé comme complet. Donc, un accusé à réception sera envoyé à l'usager, confirmant que le dossier est bien recevable. De là, la demande sera enregistrée par le service informatique et les demandes seront donc envoyées dans un second temps vers notre outil de pilotage. Si le dossier est incomplet, c'est-à-dire si clairement il nous manque un des éléments justificatifs, la MDPH enverra un accusé à réception que le dossier est irrecevable, avec un rappel donc des pièces manquantes qui seront précisées dans le courrier. Et donc ces pièces manquantes doivent être envoyées dans un délai de 2 mois auprès de la MDPH. Alors, le dossier arrive donc au sein des pôles par un outil de pilotage porté par l'applicatif Yodas. De cet outil de pilotage, nous allons extraire les demandes qui sont en attente d'évaluation. Donc, cette extraction se fait par pôle territorial, donc sur Dunkerque, Lille, Roubaix-Tourcoing, Douai-Cambrai et enfin Valenciennes-Avennes. Et sur chacun des pôles, on va traiter donc les dossiers qui sont arrivés, d'abord le plus ancien, donc par ancienneté, et ensuite par dominante. Donc il existe différentes dominantes, l'employabilité, les divers cartes, le générique, les orientations médico-sociales, et toute la partie PPS et PCH. Donc, une fois que l'extraction est faite, donc par territoire, par ancienneté et par dominante, le dossier est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Au niveau de l'évaluation, donc les évaluations sont faites par les pôles territoriaux. Donc chaque territoire, donc nous par exemple pour Valenciennes, nous avons une hiérarchie qui est mise en place avec un responsable de secteur, un adjoint, une assistante de pôle
Et les équipes sont constituées de référents dossiers, qui sont des agents administratifs, et ce qu'on appelle le plateau technique, qui concerne donc les évaluateurs. Et enfin, nous avons également les chargés de relations usagers. Donc, l'équipe pluridisciplinaire est constituée à ce jour de référents dossiers et plateau technique. Ils travaillent en binôme. Le référent dossier s'occupe de la préparation de dossiers à évaluer, l'encodage des notifications, il assure le suivi des traitements du dossier jusqu'à la notification, et il peut animer la CDAPH, préparer les dossiers pour le contentieux. Le plateau technique, lui, il évalue le dossier. Il propose des plans personnalisés de compensation, qu'on appelle communément le PPC, et les plans personnalisés de scolarisation, ce qu'on appelle le PPS. PPC concerne les prestations généralistes, le PPS plus le domaine scolaire et enfance. Le plateau technique peut encoder les évaluations dans IODAS et réaliser également les visites à domicile ou les visites qu'on appelle de mobilité, c'est-à-dire quand l'usager se déplace à la MDPH pour qu'on puisse le rencontrer. En termes de plateau technique à la MDPH, nous avons des médecins, des infirmiers, des assistantes de service social, des ergothérapeutes, des enseignants spécialisés. Alors, nous avons retracé ici donc, les différentes prestations proposées par la MDPH, avec une répartition par les décisions rendues et la mise en œuvre pour le paiement. Donc, tout d'abord, on va retrouver l'A2EH, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. La demande est formulée auprès de la MDPH. La décision est rendue par la CDAPH et par la CAF et la MSA. Et la mise en œuvre du paiement se fait soit par la CAF, soit par la MSA. Concernant le parcours de scolarisation et de formation, donc c'est le PPS, le projet personnalisé de scolarisation. Ça peut être aussi un accompagnement des élèves en situation de handicap ou du matériel pédagogique adapté. Donc là, les demandes sont à faire auprès de l'MDPH en lien plutôt avec l'enseignant référent. La décision est rendue par la MDPH et elle est mise en œuvre par l'Éducation nationale. Concernant le transport des élèves en situation de handicap, la demande est à formuler auprès du département. La décision est rendue par le département et elle est mise en œuvre, le paiement est mis en œuvre par le département. La MDPH peut intervenir sur ce point en support technique dans l'aide à la prise de décision. Concernant l'AH, l'allocation adulte handicapé, donc c'est une demande qui est à formuler auprès de la MDPH avec une décision qui sera rendue par la CAF, par la CDAPH, avec la CAF et ou la MSA. Idem pour la mise en paiement, CAF ou MSA. Pour ce qui est de l'orientation professionnelle, en touchant donc la formation et l'emploi, les demandes sont à formuler auprès de la MDPH. La décision sera rendue par la CDAPH et les décisions seront mises en œuvre par le Pôle emploi, Cap emploi, les ESAT, les CRP, les CPO et les UREOS. Pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH, la demande est à formuler auprès de la CAF, auprès de la MDPH, pardon. Les décisions d'attribution donc est rendue par la CDAPH et la mise en œuvre de la décision, c'est le service de santé au travail et l'employeur. L'orientation vers un établissement ou un service médico-social, l'OMS. Donc, la demande est à formuler auprès de la MDPH, décision rendue par la CDAPH, et elle est mise en œuvre par l'établissement ou le service médico-social. Concernant la prestation de compensation du handicap, la PCH, la demande est à formuler auprès de la MDPH, la décision est rendue par la CDAPH et la mise en œuvre ou le paiement est effectué par le département. L'allocation compensatrice pour tierce personne, mais uniquement en renouvellement, parce qu'il n'y a plus de première demande à formuler au titre de l'ACTP. Donc, cette demande de renouvellement est à formuler auprès de la MDPH, avec une décision rendue par la CDAPH et un paiement mis en œuvre par le département. L'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer, l'AVPF. Donc, la demande est à formuler auprès de la MDPH si l'usager est un adulte et ou de la CAF ou de la MSA. La décision d'attribution sera rendue par la CAF et la MSA après un avis rendu par la CDAPH et ainsi que la mise en paiement se fera par la CAF ou la MSA. Les cartes mobilité inclusion CMI, donc avec une mention de priorité ou une invalidité et un stationnement, la demande est à faire auprès de la MDPH ou du département en fonction de la situation de l'usager. La décision d'attribution est rendue par le département après un avis de la CDAPH
Et la mise en œuvre de cette décision est rendue par l'Imprimerie nationale pour l'édition des cartes. Concernant l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées de plus de 60 ans, la demande est à faire auprès du département avec une décision d'attribution rendue par le département et une mise en œuvre et un paiement rendu par le département. Et enfin, l'aide sociale, donc la demande est à faire auprès du CCS. La décision d'attribution est rendue par le département ainsi que la mise en œuvre et le paiement se fait également donc par le département. La personne va-t-elle rencontrer un professionnel de la MDPH? Alors, la réponse est pas nécessairement. Ça dépend réellement de la situation. C'est-à-dire que si les documents transmis dans le dossier CERFOS sont suffisants pour l'instruction du dossier et l'évaluation, l'équipe pluridisciplinaire ne va pas rencontrer l'usager. Si par contre les éléments sont incomplets, un rendez-vous peut potentiellement être proposé par les professionnels de la MDPH. Ça peut être un rendez-vous fait par téléphone, un rendez-vous à la MDPH physiquement, voire un rendez-vous au domicile de l'usager. Donc, après l'évaluation de premier niveau, on peut passer à l'étape suivante, mais elle n'est pas obligatoire, c'est l'évaluation de second niveau. Et donc, le second niveau peut correspondre à une visite à domicile, une visite de mobilité. Ça peut être une demande d'évaluation transmise aux ergothérapeutes pour l'aménagement du logement ou une évaluation des aides techniques demandées au sein du logement. Ça peut être une évaluation des partenaires avec qui la MDPH travaille afin d'éclaircir une situation, ou avoir aussi des demandes de renseignements complémentaires. Comment les professionnels établissent-ils le plan de compensation? Donc, les professionnels MDPH vont, dans un premier temps, analyser tous les documents du dossier. Ils vont se servir des informations transmises, le cas échéant, par la personne, sur un papier ou par téléphone. Ils vont prendre en compte les difficultés de la personne dans son quotidien et ses souhaits, d'où l'importance du projet de vie. Ils vont également chercher les aides ou les prestations utiles pour elle et vérifier que l'usager soit éligible à cette prestation. Donc, les professionnels de la MDPH ont des grilles d'évaluation communes qui sont définies au niveau national. Ensuite, les professionnels de la MDPH écrivent également dans son dossier les aides ou prestations qu'ils pensent être utiles pour la personne et inscrivent ensuite le dossier en CDAPH dans la commission pour validation. Alors, les décisions rendues en Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH. Donc, cette CDAPH est composée plutôt de représentants du département, de l'État, de l'ARS, des caisses de sécurité sociale, CPAM et CAF, ainsi que des représentants d'associations de personnes handicapées et de familles. Donc, cette CDAPH qui se réunit sur les territoires va étudier les propositions qui ont été rédigées par les équipes pluridisciplinaires au sein des pôles territoriaux. Cette analyse va amener les représentants donc, de cette CDAPH à reconnaître la personne en situation de handicap ou pas, en fonction de la situation et des éléments. Et elle va rendre des décisions qui vont porter sur éventuellement les aides financières qui peuvent être attribuées à l'usager qui en a fait la demande, la 2EH ou la AH, la PCH, les orientations vers des établissements ou des services médico-sociaux adultes et enfants, la reconnaissance donc de travailleurs handicapés et d'orientation professionnelle, et ainsi que la mobilité. Alors, comment la MDPH informe la personne de la décision? La notification de décision est envoyée par courrier. Chaque notification est envoyée après le passage en CDAPH. D'une part à l'usager, qui est le principal concerné, aux organismes payeurs également, CAF, MSA et départements selon la prestation. Également pour l'OMS, on transmet les informations au logiciel via Trajectoire Handicap, qui permet donc de retrouver les notifications sur cette application. Si la personne n'est pas d'accord avec les prestations ouvertes par la commission, un recours est toutefois possible. Donc, il y a trois possibilités pour exprimer son désaccord suite à une décision rendue par la CDAPH. Donc, l'usager peut faire une demande de conciliation, une demande de rapport ou une demande auprès du contentieux. La conciliation. Donc, pour toute conciliation, il y a une désignation d'un conciliateur. De là, une rédaction d'un rapport de conciliation a lieu. Pendant ce temps, on suspend le délai de recours administratif qui est de 2 mois. Une fois que le rapport a été fait,
Il est envoyé à l'usager à l'MDPH. À la réception du rapport, l'usager peut former un recours administratif si, malgré les explications du conciliateur, il n'est toujours pas d'accord avec les décisions proposées. Alors, le rapport, ce qu'on appelle le recours administratif préalable obligatoire, il doit être formulé dans les 2 mois qui suivent la décision rendue par la CDAPH. Ce rapport peut prendre la forme d'un courrier qui expose là où les décisions qui sont contestées et l'usager donc a la possibilité de déposer avec son courrier tout document complémentaire venant appuyer sa demande de recours administratif préalable obligatoire. À l'issue, une fois que le rapport est arrivé en pôle territorial, donc sur Valenciennes-Avennes par exemple, on va étudier cette demande de recours et cette évaluation est faite par une nouvelle équipe pluridisciplinaire. Ce ne sont pas les mêmes évaluateurs qui ont vu la demande initiale qui vont étudier le recours. C'est un autre regard, un nouveau regard qui est porté sur la situation. Et à l'issue de cette étude du rapport, il y aura de nouveau formulation par l'équipe pluridisciplinaire de propositions auprès de l'usager. Donc pour nous, le rapport, concrètement, c'est comme un dossier basique, hein, c'est-à-dire qu'on revient à une demande classique, c'est juste que le dossier est réévalué. Le contentieux. Donc, le recours contentieux se fait par un simple courrier adressé à la juridiction compétente, ou de préférence par lettre recommandée avec accusé-réception. Il permet de contester une décision, donc que ce soit de la PCH, donc la prestation de compensation du handicap, que ce soit l'AEH et ses compléments, donc l'allocation d'éducation pour l'enfant handicapé, les mesures relatives à la scolarisation de l'élève handicapé, donc tout ce qui est en lien avec l'éducation nationale, l'allocation adulte handicapé, l'AH, le complément de ressources, qui est une prestation qui tend à disparaître également, le CPR, relation en établissement et services médico-sociaux, donc les fameuses OMS, foyer dit femmes masse notamment, l'assurance vieillesse des parents au foyer, la VPF, et enfin tout ce qui est en lien avec la mobilité. Donc l'ensemble de ces contestations vont être traitées par le tribunal de grande instance de Lille, pôle social contentieux de l'incapacité. Pour contester également une décision en lien avec la RQTH, donc la présence qualifiée de travailleurs handicapés, une orientation professionnelle mieux protégée et tout ce qui est formation de rééducation professionnelle, c'est le tribunal administratif qui va s'en charger. Nous allons voir maintenant donc quelques points de vigilance à avoir sur l'ensemble du dossier MDPH à partir de sa constitution jusqu'à l'envoi du dossier. Donc, le dossier MDPH, il faut avoir un certain formalisme. Donc, le formulaire est à remplir au stylo noir en majuscule, de façon lisible et ne rien surligner au stabilo. Tout simplement, c'est que ce document est scanné, est numérisé. Donc, s'il y a une encre bleue ou une autre couleur et même du stabilo, on va perdre en lisibilité sur ce document. Pour faciliter le traitement de ce dossier, ne pas joindre de photos, ne pas agrafer les documents et éviter de scotcher les documents entre eux ou faire du collage et de pouvoir transmettre des photocopies lisibles au format A4. Donc, les documents à joindre obligatoirement à la demande. Donc, comme je vous disais auparavant, il y a forcément le certificat médical qui doit dater de moins d'un an, qui doit être présent dans le dossier, qui doit être daté, signé et tamponné avec le numéro ADLI du médecin. La pièce d'identité et dans le cas d'un enfant, la copie intégrale de l'acte de naissance ou le livret de famille. Il nous faut également le justificatif de domicile. Si l'usager est domicilié auprès d'un organisme, il doit fournir une attestation d'élection de domicile en cours de validité ou une attestation de résidence de l'établissement. Si l'usager est hébergé à titre gratuit, une attestation sur l'honneur de l'hébergeur est suffisante, ainsi qu'un justificatif de domicile et la pièce d'identité de l'hébergeur. Également, il faut nous fournir, si besoin, le jugement de protection juridique en cours de validité, le cas échéant, par exemple pour le tutelle et le curatelle. Et enfin, l'ensemble des pages du formulaire doit être renvoyé, les 20 pages. Il faut absolument que le document soit signé. La signature est donc obligatoire. Ensuite, un autre point de vigilance, l'usager peut accepter d'être accompagné dans cette démarche. Dans ce cas-là, il a la possibilité de cocher la case «J'accepte» que l'MDPH puisse rentrer en contact avec le professionnel qui va aider à la complétude de ce dossier.
Dans le cas contraire, nous ne serons pas en capacité de pouvoir échanger avec les professionnels qui ont la constitution de ce dossier. Donc cela pourrait entraîner donc une complexité dans l'évaluation et un allongement des délais de traitement. Enfin, l'usager doit certifier sur l'honneur l'exactitude des informations déclarées et il est impératif que cette case soit cochée. Donc, si on résume l'ensemble des éléments, pour tous les volets, il est important que la MDPH ait pour information la situation de l'usager actuellement, que ses besoins soient mis en évidence, également ses attentes, quels sont ses souhaits, ses désirs, ses projets, qui sont en lien donc, avec le projet de vie notamment. Concernant la partie A du dossier, donc le volet qui concerne donc l'identité, cette partie est obligatoire et elle est à remplir à chaque demande formulée auprès de la MDPH. Les informations administratives, donc c'est surtout les parties A1, où on va retrouver les informations générales sur l'identité de l'usager, comme son adresse, sa nationalité, son lieu de naissance, ses prestations familiales, ses organismes d'assurance maladie. La partie A2 va concerner uniquement s'il y a des enfants mineurs concernés par la demande. La partie A3 donne la possibilité, elle, de recueillir des coordonnées du professionnel du proche qui accompagne la personne en situation de handicap. La partie numéro A4, donc là, concerne principalement et uniquement même les personnes majeures qui bénéficient d'une mesure de protection, de tutelle ou curatelle. La partie A5 peut être cochée dans des situations bien spécifiques. Par exemple, l'usager n'arrive plus à vivre chez lui. Un enfant ne peut plus être accueilli dans son école. Elle permet un traitement accéléré de la procédure. Ce traitement rapide existe déjà lorsque nous sommes interpellés par des partenaires sur une situation urgente ou difficile, par boîte mail ou par téléphone. Concernant le deuxième volet du dossier qui concerne donc la vie quotidienne de l'usager, donc cette partie peut-être être aussi remplie pour ouvrir des droits à l'AH, à la RQTH, à l'ORP, à la PCH, à la 2EH, à la CMI et aux ESMS. Donc la partie B concerne donc la vie quotidienne. C'est un recueil d'éléments généraux sur la vie quotidienne de l'usager. Et cette partie est dédiée la partie B1, donc en bas du document, concerne les ressources et les aides financières dont bénéficie l'usager. La partie du tableau donc, qui permet le recensement des frais liés à l'handicap et du reste à la charge de l'usager est également importante à remplir. Cela concerne par exemple les aides techniques, les appareillages, les frais de garde, les frais de transport, les frais médicaux, paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale ou remboursés partiellement par la Sécu. Et également les frais de prise en charge, qui peuvent être carrément être pris en compte dans les calculs pour les compléments. La partie B2, elle, concerne les besoins dans la vie quotidienne. Donc cette sous-partie comprend les besoins pour la vie quotidienne, toilette, habillage, etc. C'est également important d'être rempli du fait que la MDPH fonctionnant en mode générique, ce n'est pas parce que la coche n'est pas formulée, la demande n'est pas formulée que l'équipe ne peut pas correspondre aux besoins. C'est-à-dire que si clairement on estime que l'usager a besoin de telle prestation, on ouvrira ce droit. Toujours dans le volet vie quotidienne, les besoins pour se déplacer qui concernent aussi bien les déplacements à l'intérieur du logement qu'à l'extérieur du logement. On peut retrouver ici aussi les besoins pour la vie sociale. Il y a plusieurs items à voir et en fonction des besoins de l'usager, bien vérifier que tout est coché, en tout cas par rapport à ses besoins. Et cette sous-partie permet donc à la MDPH de mieux comprendre les difficultés de l'usager et ses limitations d'activité. La partie B3 qui concerne les attentes pour compenser les situations de handicap est importante à remplir également. La partie projet de vie. Donc cette partie est une pièce obligatoire du dossier pour nous. C'est-à-dire que là, elle est extrêmement utile à l'évaluation. Elle permet de comprendre les besoins de l'usager et ses attentes. Alors, l'encart n'est pas forcément très grand, mais vous pouvez également ajouter un papier libre. Donc, c'est un espace d'expression en fait qui permet à l'usager d'exprimer ses objectifs, mais aussi ses choix de vie. Cet écrit permet à la MDPH de prendre en compte la singularité de chaque personne. L'usager peut apporter des éléments de compréhension à la MDPH pour qu'elle puisse adapter ses réponses à la situation de l'usager. Exemple, j'ai tel type de douleur. Je n'arrive plus à faire ceci, cela, concrètement, j'ai besoin d'aide pour. Généralement, on conseille aux personnes de nous décrire une journée type,
Le matin, je me lève, voici ce qui se passe. L'après-midi, voici ce qui se passe. Au mon travail, voici mes difficultés, mes facilités, etc., etc. Ce document permet de faire une photographie de la situation de l'usager. Concernant la vie scolaire ou étudiante, donc c'est la partie C du dossier. Cette partie si elle est bien remplie, ouvrir des droits donc pour le SMS, l'AESH, le MPA et l'AE2EH, ainsi que ses compléments. Donc la partie C concerne la vie scolaire et étudiante. Le remplissage est obligatoire pour toutes les demandes liées à la scolarisation de la personne. La partie C1 permet de préciser notamment le lieu de scolarisation de l'enfant ou de l'étudiant, avec un accompagnement par un service de soins ou un établissement médico-social, le CESAD, l'ITEP, l'IEM, l'IME, etc. En temps partagé entre le service de soins et le milieu ordinaire, en formation supérieure, l'université, les BTS ou les écoles post-bac. Dans cette partie indiquée à l'écran, il est demandé d'indiquer les types d'études, le parcours étudiant, les aménagements ou adaptations actuelles, l'emploi du temps de l'étudiant ou de l'élève. Le tableau est à remplir que si la personne est ou a été scolarisée. Il faut également préciser qu'il s'agit d'une auxiliaire de vie, enfin, s'il y a une auxiliaire de vie qui intervient, une AVSI, donc individuelle, ou mutualisée, AVSM. L'emploi du temps est à compléter également, que ce soit par l'école ou en lien avec les prises en charge, orthophoniste, ergo, etc. Ça permet de justifier en fait les réductions d'activité des parents, par exemple, qui vont être pris en compte dans les calculs de complément d'AEH. Toujours dans le volet scolaire ou étudiant, la partie C2, donc c'est une partie qui comprend les besoins de l'enfant ou de l'étudiant dans sa vie scolaire en lien avec les apprentissages, la communication, l'entretien personnel et les déplacements. Donc là, c'est pareil, c'est un élément qui est assez important pour nous, donc d'où l'utilité de compléter ce volet. Le C3, donc il s'agit d'exprimer les besoins de l'enfant pour compenser le handicap à l'école et demander une orientation à l'établissement médico-social. Donc c'est là qu'on va souvent vous embêter pour récupérer ce qu'on appelle le GVASCO, qui est la grille d'évaluation en fait, des besoins de l'enfant à l'école. Donc ça, généralement, c'est rempli en lien avec forcément le système scolaire, notamment l'enseignant référent pour les renouvellements, ou le conseil de classe qui peut le remplir pour la première demande. Donc c'est un document, comme je disais, qui est indispensable pour l'évaluation des besoins de l'enfant. La famille a la possibilité d'exprimer le projet scolaire de son enfant dans cet item également. Donc ils peuvent décrire de façon concrète les obstacles que le handicap constitue dans la vie de l'enfant et de la famille. Ils peuvent également expliquer les demandes en termes d'orientation et de matériel qu'ils jugent importants. De même, ils peuvent également expliquer la réduction du temps de travail des parents. Exemple, mon enfant ne peut pas aller à la cantine ou ne va pas pour X raisons, ne peut pas rester seul à la maison pour X raisons. Donc, quand on a des explications, forcément, ça peut induire une prise en compte qui peuvent également majorer les compléments d'AEH. Concernant la situation professionnelle du demandeur, donc cette partie ne concerne pas les enfants forcément. Donc la partie D, cette rubrique est à compléter obligatoirement pour toutes les demandes d'AH, de RQTH ou d'ORP. La partie D1, donc la situation permet d'indiquer si l'usager est en emploi, le type de contrat, le nom de son employeur, le temps de travail, les aménagements réalisés au poste de travail, si l'usager est en arrêt maladie ou sans emploi, etc. De même, l'usager peut indiquer qu'il bénéficie d'un accompagnement. Donc là, c'est pareil, là, en fait, l'idée, c'est de vraiment avoir le maximum d'informations en lien avec le milieu du travail, de manière à pouvoir proposer les meilleures prestations qui vont correspondre aux besoins de l'usager. Sur le parcours professionnel, donc la partie D2 du document, cette partie concerne donc le parcours professionnel de l'usager. Notamment, elle permet de préciser les différentes expériences professionnelles, leur niveau de qualification et leur diplôme. Cette partie est complétée si l'usager ne dispose pas de CV. La partie D3. Donc, l'usager peut exprimer son projet professionnel. Par exemple, quelles sont ses attentes vis-à-vis de l'emploi? Quelles sont ses difficultés à occuper un emploi ou à se maintenir dans l'emploi? Quels sont ses projets de formation au regard de son handicap et de ses capacités? Il y a un encart, un champ libre, qui permet de préciser le besoin de formation dans le cadre d'une réorientation professionnelle. Il peut également argumenter une demande de RQTH ou expliquer l'aménagement de postes nécessaires pour se maintenir dans l'emploi.
Concernant la partie E du dossier MDPH, qui correspond donc à l'expression des demandes des droits et des prestations, donc cette partie permet à l'usager de choisir le complément ou non. En cochant une demande, l'usager exprime précisément un droit ou une prestation dont il souhaite bénéficier. Il est encouragé donc l'usager à demander le renouvellement de ses prestations 6 mois avant la fin des droits en cours. Et si l'usager ne complète pas cette partie, sachez que la MDPH proposera l'ouverture des droits en fonction des éléments d'information qui seront contenus dans la demande. Et en bas de cette page, il existe un cadre qui est prévu pour l'expression libre, où il faut expliquer les demandes qui concernent donc la vie scolaire ou étudiante. La partie E3, elle concerne les demandes relatives au travail, à l'emploi, à la formation professionnelle, telle que la RQTH, et les demandes de formation spécialisée, ou encore l'orientation en milieu ordinaire ou protégé. Donc, comme on disait avec Frédéric, le principe là, c'est clairement c'est un système de coche. Donc, s'il y a une prestation qui est clairement demandée par l'usager, c'est là qu'il faut cocher. En revanche, s'il n'y a pas de coche, pour nous, ce sera une demande générique. Et donc, l'équipe, dans tous les cas, coché ou pas coché, verra l'ensemble des prestations pour permettre l'ouverture du maximum de droits. Concernant la partie F, qui est donc l'avis de l'aidant familial, donc cette partie permet donc à l'aidant d'exprimer sa situation et ses attentes s'il le souhaite. Donc c'est une partie qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être intéressante aussi à compléter si l'usager a un aidant familial. Donc, il suffira donc de compléter ce document en indiquant donc l'identité générale de l'aidant, son nom, son prénom, son adresse, la nature de l'aide qu'il apporte à la personne, si c'est une préparation de repas, des soins d'hygiène par exemple, si l'aidant bénéficie d'aide pour accompagner la personne en situation de handicap et s'il est susceptible de ne plus pouvoir aider dans le futur, suite à un changement de situation, des problèmes de santé. La partie F2, donc, il s'agit de cocher entre plusieurs items pour définir quels sont les besoins de l'aidant. Du répit, des formations, du soutien psychologique, voire un souhait de reprise d'activité professionnelle de la part de l'aidant qui peut, dans ce cas-là, être remplacé par un prestataire typiquement. Donc voilà pour ce qui est des points de vigilance à avoir sur la constitution du dossier auprès de la MDPH. Sur les diapos suivantes, nous allons vous proposer quelques liens qui vous permettront de vous faciliter, je veux dire, la vie dans la constitution du dossier. Donc pour télécharger un formulaire, comprendre le parcours du dossier, trouver un établissement ou un service, comment remplir son dossier, suivre le dossier en ligne. Donc le site internet à retenir, c'est mdph.lenord.fr. Donc ces rubriques pourront vous permettre, comme je l'ai dit, de télécharger le formulaire et d'avoir de l'aide pour compléter le dossier, en tout cas comprendre le parcours du dossier. Autre lien utile en lien avec la PCH ou les informations et cartes relais, donc c'est sur le service.lenord.fr. Prestation PCH qui va avec. Sur le site du département, donc lenord.fr, vous allez retrouver aussi un lien permettant de retrouver des informations pour le Fonds départemental de compensation du handicap, ainsi que des informations et des liens vers le site de l'MDPH. À noter que le fonds de compensation intervient dans un second rideau, après la PCH. Si l'usager ne bénéficie pas de la PCH, il ne pourra pas bénéficier du fonds de compensation. La carte mobilité inclusion, pareil, ça peut être en lien avec le département du Nord. Donc, vous avez le lien informatique qui est présent. Les services d'autonomie à domicile, pardon, les SAD, donc, pareil, que vous pourrez retrouver sur le service.lenord.fr. Et enfin, un lien qui peut répondre aux attentes de l'usager, mais aussi à vos questions concernant l'aide aux aidants. Donc, vous allez retrouver ces informations sur le site Lenord, donc aidant.lenord.fr. Voilà, donc nous avons terminé notre présentation. Je vous remercie pour votre attention et présence et je vous souhaite une bonne journée. Bien, merci messieurs pour votre intervention qui était extrêmement riche et intéressante. Je tiens également à remercier l'ensemble des directions concernées qui se sont impliquées dans la construction de cette présentation. Donc pour rappel, hein, vous recevrez donc d'ici mi-février, il me semble, le support de présentation
de ce jour, accompagné de la foire à questions. Vous avez été nombreux et nombreuses à poser un certain nombre de questions. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une très très belle journée à toutes et à tous. Alors j'ai oublié en préalable déjà de vous souhaiter une très belle année, mais en tout cas une très très belle journée à tous et à toutes et à bientôt pour la prochaine session d'une heure pour l'autonomie. Alors le sujet qui va certainement vous intéresser également, qui sera l'aide sociale générale. Cette session se déroulera le 25 février prochain. Encore une fois, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.